D'autrui. Cela traduit certainement pour l'auteur toute l'estime et toute la confiance qu'il voue au présentateur. Mais cela laisse aussi présager ou présumer que vous savez de quoi vous allez parler. Vous êtes forcément réputé être un sachant. J'ai la faiblesse de reconnaître que seul le premier terme me convient ici, car je crains fort que la notoriété du préfacier ne me porte fortement ombrage. Le doyen Kanté a déjà fort éloquemment écrit, avec la rigueur qu'on lui connaît, et je cite, M. Babacar Kanté a, d'une très belle plume, passé en revue de manière particulièrement approfondie tous les textes pertinents et rigoureusement commentés, la jurisprudence. Il utilise à cet effet des outils conceptuels qui lui permettent de partir de la théorie générale du droit à une perspective pratique. C'est ainsi qu'à l'aide d'enquêtes et de statistiques, l'auteur illustre concrètement ses conclusions. Cette démarche donne incontestablement une valeur ajoutée à cet ouvrage. Son appréciation de certaines dispositions du Code du travail a, en définitive, permis de révéler des lacunes de notre corpus législatif. Mais loin de s'arrêter à des constats, l'auteur prolonge la réflexion jusqu'à des propositions de réforme. On aurait pu s'arrêter là, parce que tout a été dit, ou presque. On risque de n'en plus rien à ajouter. C'est pourquoi je me demande encore ici si je n'occupe pas une place usurpée. Et comme le repentir ne peut jamais être rétroactif, je me suis tenu d'exécuter sans aucune prétention, mais avec une très grande concision, la charge que M. Babacar Diakhaté a eu l'amabilité de me transmettre. L'ouvrage est intitulé « Le contrôle du licenciement des délégués du personnel ». Il comporte 242 pages, annexes, bibliographie et plans exclus. Le contrôle du licenciement n'est pas en soi une innovation. Il a existé à partir de 1977 pour le licenciement économique et celui des délégués du personnel. C'est un contrôle administratif préalable avant tout licenciement. Il a disparu en 1994 pour le licenciement économique. La loi 97-17 du 1er décembre 1997 portant nouveau code du travail a suivi la même orientation. Désormais, en droit positif du travail, le système de l'autorisation préalable profite essentiellement aux délégués du personnel. Ce dernier est un salarié élu. Il exerce un mandat au profit de l'ensemble des travailleurs. Si on ne peut lui assurer une immunité totale, il faut autant que faire se peut, éviter que l'exercice de son mandat soit facilement entravé. La problématique essentielle de l'ouvrage peut se ramener à une seule question. Quelle est l'efficacité du contrôle ainsi mis en place? En d'autres termes, le délégué du personnel est-il suffisamment protégé contre le licenciement? M. Babacar Diakhaté y apporte une réponse à partir d'un détour sur le double degré de contrôle administratif. C'est sa première partie. Et sur la dualité du contrôle juridictionnel, c'est sa deuxième partie. A priori, si l'on en juge au registre quantitatif, on aurait pu légitimement préjuger de l'efficacité du mécanisme mis en place. Mais M. Babacar Diakhaté est parvenu à dépasser cette illusion d'optique. Et c'est là qu'apparaissent les qualités qui lui ont déjà été reconnues. La pertinence de l'argumentaire, la finesse d'analyse, la clarté du propos, l'esprit de concision, autant de vertus cardinales que l'on souhaite retrouver chez l'universitaire, même si M. Babacar Diakhaté n'en réclame pas le titre. Il a pu démontrer avec aisance que le système reste encore à parfaire, et cela au niveau de tous les acteurs. D'abord, avec pleine conscience, M. Diakhaté avoue la timidité observée chez les inspecteurs du travail, qui ont bien souvent tendance à s'auto-censurer ou à s'auto-limiter dès l'instant que le licenciement a un aspect économique, attitude qui pourrait certainement s'expliquer pour des raisons liées à leur formation ou, et bien souvent, aussi à l'insuffisance de moyens, mais qui, en tout état de cause, ne participe pas de la vitalité
du contrôle souhaité. Ensuite, et parallèlement, le contrôle est réellement exercé par référence au mandat, car la priorité est censée être accordée à l'intérêt de l'entreprise, supposé être l'intérêt qui transcende tous les autres intérêts catégoriels et qui par suite ne peut se confondre ni avec l'intérêt de l'employeur, ni avec celui du salarié, fut-il délégué du personnel. Enfin, M. Diakhaté relève l'incurie de la loi qui exclut expressément les départs négociés du bénéfice de la protection ou qui omet de préciser que la motivation de la décision devrait être une obligation de portée générale au lieu de la soumettre à l'appréciation contingente d'un juge souvent désarmé. Ou encore, ce que l'auteur et son ami appellent les désagréments de l'article L216 alinéa 2 liés à la maladresse rédactionnelle relativement au délai. M. Babacar Diakhaté a voulu certainement rappeler que légiférer est aussi un art et que l'intelligence et la qualité participent de la qualité de la loi. Il y a en effet dans le système actuel autant d'interstices qui favorisent la porosité du système. En revanche, à propos de la dualité du contrôle juridictionnel, la physionomie présentée semble beaucoup plus avantageuse. Elle renvoie à un contentieux de la légalité et à un contentieux de la responsabilité. Dans les deux cas, M. Diakhaté nous amène à constater les évolutions positives enregistrées et les réformes à envisager pour mieux accentuer la protection des délégués du personnel. Au niveau du contentieux de la légalité, l'auteur relève l'absence de politique jurisprudentielle en la matière, même si une amorce plus orthodoxe se dessine, voire se confirme. À titre illustratif, il invoque deux arrêts de 81 et de 84 que seul le contraste unit. Dans le premier arrêt, connu sous le nom de Socas, la Cour suprême estime que toute faute, quelle qu'elle soit, quel que soit son degré de gravité, peut être sanctionnée par le licenciement. Dans le second, appelé arrêt Grand Moulin, il fallait surtout vérifier si les faits reprochés aux salariés sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi. C'est manifestement là reconnaître que le statut du délégué déteint nécessairement sur la protection qui lui est due. Et là, c'est assurément le modèle français qui est la source d'inspiration d'une telle solution. Et là-bas, cette spécificité avait déjà été consacrée en droit privé dès 1974 avec les fameux arrêts d'Hyperier qu'on avait dit qu'ils constituaient un véritable tournant en droit du travail. M. Diakhaté n'a pas manqué de nous signaler que cette heureuse perspective s'est aussi retrouvée chez nous en 1982 avec l'arrêt de la Cour suprême décidant que l'article 188 du Code du travail a mis en place, je cite, des dispositions dérogatoires du droit commun qui interdisent de poursuivre la rupture du contrat de travail d'un délégué par d'autres voies que celle de l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail, le recours hiérarchique devant le ministre et le recours pour excès de pouvoir. Mais ici aussi, il a été constaté une girouette ou pirouette, c'est selon les cas jurisprudentiels, remettant en cause ce qui semble être une avancée irréversible. Il reste néanmoins que M. Diakhaté nous a fait découvrir les évolutions qui s'annoncent, voire qui se confirment. Il s'agit certes d'évolutions laborieuses, adossées le plus souvent sur des techniques de contrôle du droit français, mais encore pas suffisamment maîtrisées. En ce qui concerne le contentieux de la responsabilité, l'auteur retrace l'évolution de la responsabilité de l'État à la suite d'un licenciement d'un délégué du personnel, tout en soulignant la difficulté à rendre effective la réparation par suite de l'immunité d'exécution. Dans le même temps, il envisage la responsabilité pénale de l'employeur, mais estime irrecevable toute action civile. Ainsi, l'auteur nous conduit de façon sans équivoque et à rebours de certaines thèses explicites à une idée forte, celle de préserver la protection des délégués du personnel, institution fondamentale du droit du travail et seul îlot résistant encore aux flots envahissants, mais aujourd'hui accommodants de la théorie de la flexibilité. Tel me semble être le tableau descriptif que l'on peut retenir de l'ouvrage de M. Diakhaté. Je crois pouvoir dire, pour me répéter, que M. Diakhaté a fait œuvre utile. Son ouvrage est à la fois informatif et instructif. Il renseigne, il éclaire à bien des égards. C'est finalement une dynamique d'action réflexive. Mais je voudrais, à l'orée de mon propos, retrouver la neutralité académique qui me rappelle sans cesse le devoir de pouvoir exprimer un point de vue différencié. Il m'est apparu, en effet, sur plusieurs aspects parfois fondamentaux, d'être assez réservé, faute pour l'auteur, selon moi, de s'être arrêté au milieu du gué, de n'avoir pas accordé suffisamment d'intérêt ou d'attention à des éléments techniques de théorie juridique, et notamment sur l'étendue du contrôle exercé, et sur l'irrecevabilité de l'action civile, sur l'obligation de motivation, sur l'immunité d'exécution, sur la responsabilité pénale de l'employeur, voire de l'entreprise.
ou encore sur les conséquences du refus d'intégration d'un délégué irrégulièrement licencié. Mais peut-être aussi serait-il mal à propos d'exiger de M. Diakhaté ce qu'on aurait reproché à un universitaire à temps plein. C'est pourquoi il serait erroné de croire que les distances prises ça et là constituent un quelconque désaveu, fût-il léger. C'est bien tout le contraire. L'ouvrage de M. Diakhaté est même très présent à lire, parce que aussi souvent que possible, les idées qui y sont exprimées traduisent une réflexion personnelle, louable et des choix. Il ne s'agit pas donc que d'un énième décalque, mais d'un livre d'auteur, et cela aussi devrait être dit. Et il a été dit. Je m'étais forgé une obligation volontaire de moyens, protestativement. Je ne suis pas sûr d'être arrivé à vous distribuer utilement. Mesdames, Messieurs, je vous remercie. C'est une tentative de contribution. D'abord à l'amélioration de l'ordonnancement juridique en la matière, puisque le professeur Kanté, comme le professeur Ndiaye vient de le dire, on est en présence d'une institution fondamentale dans les rapports collectifs de travail. C'est une institution essentielle, l'institution des délégués du personnel, qui est au cœur des relations professionnelles. Et c'est une institution qui, sur le plan administratif, sur le plan organisationnel, sur le plan, disons, au niveau de la gestion, au niveau de l'administration du travail à laquelle j'ai pu appartenir, et dans le quotidien de ce que vivent les inspecteurs du travail et les contrôleurs du travail. Elle est au cœur des rapports professionnels. C'est effectivement cela qui lui donne son importance, que nous connaissons tous. Et la contribution que j'ai cherché à apporter, très modestement, c'est, comme le professeur Kanté vient de le dire, fondamentalement, dans sa finalité, c'est apporter une amélioration des conditions économiques de travail. Parce que lorsque la gestion des institutions représentatives du personnel pose problème dans les entreprises, cela pose problème et cela a des conséquences sur les activités économiques de l'entreprise. C'est une institution, à la limite, controversée pour les chefs d'entreprise. Lorsque nous sommes en face d'une demande d'autorisation de licenciement de délégués du personnel, au niveau de l'administration du travail, nous sommes confrontés à plusieurs équations. Une équation d'abord tenant au fait que la législation du travail n'est pas forcément claire sur bien des aspects, concernant à la fois les procédures, concernant les pouvoirs du ministre chargé du travail, concernant les interprétations jurisprudentielles, lesquelles ont souvent été, disons, marquées par un certain nombre de contrariétés, mais on s'en réjouit, je le dis dans le livre, dans l'ouvrage, on s'en réjouit du fait que, en passant du Conseil d'État, aujourd'hui, en passant au niveau du Conseil d'État, de la Cour suprême au Conseil d'État, la Cour suprême ancienne formule, au Conseil d'État, nous avons vu une évolution positive et nous pouvons en tirer un bilan assez satisfaisant dans la mesure où le juge commence à mettre en place des lignes directrices suffisamment claires en ce qui concerne à la fois les pouvoirs de l'inspecteur du travail, les pouvoirs du ministre du Travail, etc. Et je pense que donc la finalité, je disais, c'est l'amélioration des conditions économiques de travail, puisque si nous ne pouvons pas gérer cette institution-là, qui est fondamentalement au cœur des rapports professionnels, comme je disais, c'est le climat social des entreprises qui en est souvent vicié. C'est donc, on est en face de chefs d'entreprise un peu, disons, qui sont confrontés à des contraintes importantes, contraintes légales, voire pénales, vous l'avez dit, professeur, contraintes de plus en plus médiatiques, puisque ces questions sont souvent traitées en dehors des administrations du travail, la presse s'en saisit, etc. L'administration du travail, les inspecteurs en deviennent un peu, disons, en perdent leur contrôle.
Et je pense que nous avons intérêt aujourd'hui, pour que les chefs d'entreprise travaillent dans des conditions, disons, de sérénité, hein, dans la pérennité, nous devons améliorer, d'une part, l'ordonnancement juridique en vigueur, mais d'autre part, améliorer, disons, les pouvoirs, l'organisation des pouvoirs au niveau du ministre chargé du Travail. Ces pouvoirs du ministre chargé du Travail posent problème dans notre pays en ce qui concerne, disons, la confirmation ou l'information par le ministre des décisions de l'inspecteur du travail. Nous avons essayé de faire une enquête auprès de toutes les inspections du travail. Et ces inspecteurs régionaux concluent pour la plupart, certains concluent qu'il vaut mieux réformer les prérogatives dont dispose le ministre chargé du travail. D'autres, même plus catégoriques, disent qu'il faut supprimer carrément l'intervention du ministre du Travail. Le ministre n'a pas à confirmer ou à infirmer, puisque le ministre est essentiellement motivé par des considérations politiques, pas des considérations juridiques, pas des considérations liées à l'intérêt de l'entreprise notamment. Et donc, c'est là un débat de fond pour lequel nous avons essayé, disons, d'apporter des solutions. Et je suis content d'entendre le professeur Kanté dire que l'ouvrage a un impact économique, parce que c'est effectivement la recherche de l'amélioration des conditions de travail qui en était l'objectif pour l'amélioration de l'ordonnancement juridique, notamment en vigueur. Et donc, arriver à trouver la paix sociale lorsque ces questions se posent aux chefs d'entreprise. Je ne pourrais pas en dire autant, plus que, disons, le professeur Isaac Yankob Ndiaye, qui a résumé un peu la trame, les grandes lignes directrices de cet ouvrage. Et c'est pourquoi je disais, et c'est l'aspect le plus important pour moi, je voudrais en finir par...